un manuel très ancien et tristement célèbre, entièrement voué à une sinistre cause: poursuivre en justice, torturer et tuer les sorcières. Vous vous procurez ce marteau et vous l'utilisez pour les écraser. En arrière-plan de ce livre, qui durant 2 siècles va participer au règne de la terreur, se cachent des histoires de folie, de contrefaçon et de scandale. Mais comment a-t-il pu faire autorité pendant si longtemps? De quelle force tirait-il son pouvoir de persuasion? À partir du moment où l'idée d'une vaste conspiration des adorateurs du démon commence à faire son chemin, une peur panique des sorcières peut rapidement s'emparer de tout un village. Aujourd'hui, une équipe internationale de chercheurs révèle les étranges secrets et le charme fatal de la Bible du chasseur de sorcières. Le Malleus Maleficarum. Traduction: le marteau des sorcières. 256 pages de texte dense en latin, rédigé en 1486. C'est à la fois un traité extrêmement détaillé et un manuel de procédure très complet, destiné à prouver que les sorcières existent bien et qu'elles doivent être mises à mort. Il se présente comme un texte digne de foi que les gens peuvent consulter pour comprendre la sorcellerie, saisir la signification de ce phénomène. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, avec plus de 30 000 exemplaires édités, le marteau des sorcières se répand comme un fléau dans toute l'Europe. Son influence va même se faire sentir jusque dans le Nouveau Monde. Au bout du compte, ce livre aura permis d'envoyer à la mort plus de 60 000 personnes. Mais comment cette Bible a-t-elle acquis une aussi sinistre réputation? Le marteau n'a pas inventé la chasse aux sorcières. En Europe, les premières grandes chasses aux sorcières datent de plus d'1 siècle avant sa publication. Des religieux avaient déjà écrit des textes condamnant ces dernières. Et pourtant, aujourd'hui encore, soit 500 ans et quelques années plus tard, le Malleus Maleficarum reste le livre médiéval sur la sorcellerie le plus connu, le plus lu et le plus sujet à polémique. Comment expliquer qu'il ait eu une telle influence et qu'il demeure une référence? Les activités de chasse aux sorcières au XVe et début XVIe siècle prennent appui sur les notions intellectuelles vulgarisées par le Malleus. Le Malleus Maleficarum a été réédité plusieurs fois et il a été lu par beaucoup de gens. Un grand nombre d'entre eux avaient vraisemblablement déjà entendu parler de sorcellerie, mais ils avaient quelques doutes à ce sujet. Et voilà que la sorcellerie devenait un fait établi. Une équipe d'experts du monde entier, traducteurs et spécialistes de l'époque médiévale, se penchent aujourd'hui sur la question. Ils examinent les éditions originales et les copies détaillées sur 2 continents, découvrent des documents rares et rassemblent les indices pour tenter de répondre à cette question. Pourquoi le marteau des sorcières a-t-il exercé une telle influence? Le premier indice remonte à plus de 500 ans. Il se rapporte à l'une des plus célèbres chasses aux sorcières de l'histoire et à un homme que l'on dit anormal, voire fou. « 1485, Innsbruck, en Autriche. 48 femmes et 2 hommes sont accusés de pratiquer de la magie néfaste, de la sorcellerie. Leur crime, malédiction sur les conjoints infidèles et utilisation de sorts et d'élixirs pour provoquer la maladie ou la mort.
Une femme en particulier est au centre des accusations. Lors de son procès, un inquisiteur de passage prend l'affaire en main et déclenche un scandale. Il interroge l'accusé sur des actes sexuels pratiqués sous influence satanique et soutient que la fornication renforce ses pouvoirs de sorcière. L'avocat dépêché par l'évêque de la ville intervient. Il accuse l'inquisiteur de tenir des propos extravagants et non conformes à la loi, et il exige que toutes les charges soient abandonnées. L'inquisiteur quitte Innsbruck. Son intervention au procès a été un fiasco. Cet homme, c'est Heinrich Kramer, nom latin Institoris, célèbre inquisiteur et futur auteur du marteau des sorcières. « 1486. Dès son retour d'Innsbruck, où il a été publiquement désavoué, Heinrich Kramer Institoris s'attelle à son chef-d'œuvre. Un livre destiné à prouver que les sorcières sont guidées par la faiblesse et la luxure, voies par lesquelles le démon se fait chair. Les sorcières doivent donc être débusquées et brûlées. Ce sera l'ultime plaidoirie d'Heinrich Kramer, son livre de vengeance, qui fera définitivement taire les critiques et qui convaincra le monde entier. La Bible du chasseur de sorcières. Kramer devait être très en colère et aussi énormément déçu au moment où il a écrit le Malleus Maleficarum, parce qu'il avait perdu sa bataille contre les sorcières. Ce livre est donc d'une certaine façon sa dernière volonté, son testament. La plus grande réussite du marteau des sorcières aurait été de faire de la vengeance d'un homme une cause universelle. Pendant des siècles, on a cru que le chef-d'œuvre de Kramer avait la bénédiction de l'Église. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Novembre 2009, Berlin. À environ 600 km de l'endroit où est né le marteau des sorcières, se trouve le musée de l'histoire allemande. Les professeurs Johannes Dillinger et André Schnitter espèrent y trouver des indices pouvant expliquer l'extraordinaire succès du livre. Pour cela, ils ont l'intention d'examiner de près 2 éditions différentes. Cet exemplaire du marteau des sorcières, que l'on ne peut consulter que sur autorisation spéciale, date de plus de 500 ans. Pour comprendre le succès du livre, il faut d'abord se pencher sur le document très important qui y est inséré. Pour certains, ce dernier constituait la marque du plus grand soutien que le marteau ait jamais reçu, celui de l'Église. C'est ce que l'on appelle une bulle pontificale. Similaire à une proclamation royale, la bulle pontificale est une lettre patentée du pape, formulant une doctrine officielle de l'Église. Celle-ci, Summis Desiderantes, ou bulle de la sorcellerie, demeure l'une des plus connues. Elle précise 2 points importants. D'abord, elle met en garde contre les sorcières. Cette bulle décrit ce qu'est en réalité la sorcellerie, ce que font les sorcières, la façon dont elles déclenchent par magie des tempêtes de grêle et des orages, rendent la population et le bétail stériles, tuent ou mutilent. En second lieu, elle autorise officiellement Heinrich Kramer à les pourchasser. On imagine mal aujourd'hui l'impact qu'aurait pareil décret pontifical, persuadant les lecteurs que les sorcières existent bel et bien et que le marteau a la bénédiction de la plus haute autorité religieuse. Mais il y a un problème. En se concentrant sur l'étude de la bulle, les chercheurs découvrent qu'elle est surtout remarquable par ce qu'elle ne dit pas. En effet, nulle part il n'est fait allusion au marteau des sorcières. La bulle pontificale date de 3 ans avant la publication du marteau.
Comment se fait-il alors qu'on la retrouve dans presque toutes les éditions? Il faut retourner en 1484 pour avoir un début de réponse. Selon certains historiens, Heinrich Kramer s'apprête alors à partir pour Rome, déçu de ne pas avoir reçu le soutien des autorités. Il emporte dans ses bagages une lettre argumentée demandant la permission de pourchasser les sorcières avec l'approbation du pape. Kramer détient également une certaine somme d'argent non révélée, destinée à mieux convaincre le Vatican. La démarche de Kramer s'avère efficace. Sa lettre servira de base au Summis Desiderantes. La bulle pontificale ne dit absolument rien sur le marteau des sorcières. Mais Kramer savait très bien ce qui se passerait s'il la mettait en bonne place. L'insertion de cette bulle était bien commode, parce qu'elle laissait penser que le Vatican était absolument d'accord avec tout ce qui était dit dans le Malleus Maleficarum. Pour l'équipe de chercheurs, la bulle est trompeuse, et il y a de fortes chances que le Malleus Maleficarum tienne son succès non pas d'une quelconque approbation papale, mais du maître manipulateur. Heinrich Kramer, un homme obsédé par l'idée de faire taire les critiques et qui veut imposer au monde sa propre vision des sorcières. Un mal dont il faut se débarrasser. À en croire le récit qui en est fait, 2 femmes finissent par avouer des actes de magie diabolique ayant provoqué des tempêtes meurtrières. Heinrich Kramer ordonne qu'elles soient brûlées vives. Le Malleus Maleficarum, la Bible du chasseur de sorcières, est en bonne voie. 1485-1486. Région du Tyrol, près de l'Autriche. Le marteau des sorcières d'Heinrich Kramer prend forme. Son auteur tient à mettre au point une véritable encyclopédie de la chasse aux sorcières. Kramer s'empare littéralement de tout ce qui peut étayer son propos, à savoir que les sorcières existent bel et bien et qu'elles sont vraiment très dangereuses. Le marteau décrit en détail les dangers de la sorcellerie. Pouvoir divinatoire, sort pour infliger des maladies mortelles, enlèvement et sacrifice de nouveau-nés, provocation de catastrophes naturelles, actes de cannibalisme, sorcières volant dans les airs pour rejoindre d'autres démons aux cérémonies de magie noire, les sabbats. Kramer intègre aussi dans ce livre des exemples tirés de sa propre chasse aux sorcières. Son modèle, un procès qui a fait sensation et qui a eu lieu avant son humiliation à Innsbruck. Pour lui, c'est la procédure parfaite et fatale d'une action en justice contre les sorcières. « 1484, Ravensbourg, Allemagne. Une averse de grêle a ravagé la région. Raison invoquée, la sorcellerie. Au tribunal, 8 femmes sont confrontées à une délégation de représentants officiels du district et à Heinrich Kramer. Tout près se trouve l'instrument de torture préféré de l'inquisiteur, l'estrapade. Ce supplice consistait à attacher le poignet de la victime à une corde, la hisser au sommet d'un poteau avec une poulie, puis la relâcher brutalement jusqu'à ce qu'elle se démette l'épaule. À en croire le récit qui en est fait, 2 femmes finissent par avouer des actes de magie diabolique ayant provoqué des tempêtes meurtrières. Heinrich Kramer ordonne qu'elles soient brûlées vives. À ses yeux, Ravensbourg est un grand succès. Deux ans plus tard, dans son chef-d'œuvre, il relate le procès comme lui seul peut le faire.
un récit détaillé fait par le bourreau en personne. Dans la ville de Ravensburg, 2 femmes ont été réduites en cendres. Elles ont été livrées aux griffes du diable. Kramer a malgré tout quelques craintes concernant la vente de son livre. Il pense que ces seules références risquent de ne pas suffire. Pour convaincre le maximum de gens, il serait préférable que le manuscrit soit co-signé par un illustre personnage. Que se passe-t-il alors? C'est là toute la polémique autour du marteau des sorcières. Pratiquement toutes les éditions du livre font apparaître 2 noms, Kramer et Jakob Sprenger, un professeur de la prestigieuse université de Cologne. Jakob Sprenger était l'une des grandes figures de l'ordre des dominicains en Allemagne. Certains experts pensent que Sprenger s'est contenté d'écrire la préface du marteau. D'autres pensent que ce brillant érudit a joué le rôle de conseiller littéraire. Et d'aucuns, enfin, sont convaincus que Sprenger n'a absolument rien à voir avec le livre et que Kramer a tout simplement rajouté son nom. Ce qui est sûr, c'est que Sprenger était bien plus connu que Kramer. C'est justement pour cela que Kramer a mis son nom sur le livre. Il y a un point sur lequel presque tous les chercheurs s'entendent, c'est de reconnaître Heinrich Kramer comme auteur principal. On retrouve dans le texte un ton enflammé, des formules à sensation, qui collent tout à fait à son personnage. Novembre 2009, Université de St Andrews en Écosse. L'historien Peter Maxwell Stuart, associé à l'équipe d'enquête sur le Malleus, recherche dans le texte des indices de l'influence prépondérante de Kramer. Vous vous intéressez à son latin et certains mots tout à coup vous sautent aux yeux parce qu'émotionnellement très chargés. Il aurait pu choisir d'autres mots, mais non, c'est ceux-là qu'il a choisis. Le mot « spursitia » est un terme très fort, particulièrement péjoratif. On l'emploie pour désigner quelque chose d'à la fois sale et répugnant. Philocationem est un mot très peu usité. Cela veut dire rechercher les aventures galantes, ce que les sorcières font faire aux hommes d'après lui. Ce type de langage très particulier que l'on retrouve ici et là au fil des pages illustre bien la disposition d'esprit d'Institoris. À la fin de l'année 1486, le marteau des sorcières est terminé. C'est un manuel de référence qui va bien plus loin que tout ce qui a été écrit jusqu'alors en expliquant les dangers de la sorcellerie. Un des problèmes fondamentaux avec la sorcellerie, c'est que ça ne tient pas vraiment debout. Toute cette histoire de conspiration diabolique, de Dieu qui autorise Satan à donner des pouvoirs surnaturels à ses femmes, tout cela ne semble pas très plausible à première vue. Et ce que fait le Malleus, c'est qu'il explique exactement comment ça marche, pourquoi Dieu fait cela, et il prouve l'existence des sorcières. Pour présenter ses arguments, le livre est divisé en 3 parties. Première partie, une discussion philosophique autour de la sorcellerie. Deuxième partie, un guide pour le clergé. Comment reconnaître les actes de sorcellerie à l'intérieur de sa propre communauté. Et troisième partie, la plus terrible. Un manuel de procédure, un guide pour l'accusation, les poursuites judiciaires et la condamnation à mort des sorcières. Lorsqu'il met le point final à son livre, Kramer n'a aucun moyen de savoir si sa Bible du chasseur de sorcières va connaître un quelconque succès. À terme, il va contribuer à envoyer à la mort des dizaines de milliers de gens soupçonnés de sorcellerie. À la question « Pourquoi doit-on avoir peur des sorcières et les exterminer ?», la réponse est encore plus effrayante. Les sorcières sont un signe de l'apocalypse. Pour tenter de comprendre le cruel impact de cet ouvrage, les chercheurs se penchent sur l'image des sorcières dans le monde avant et après la publication du Marteau des sorcières. On trouve quelques récits isolés de chasse aux sorcières dès la période dite de l'âge sombre.
En Europe, la première grande vague se situe au milieu du XIIIe siècle, soit 100 ans avant le marteau. Au fur et à mesure que la chasse aux sorcières prend de l'ampleur, elle change de caractère. Ce qui était au départ une mesure destinée à juguler la sorcellerie païenne, ses effets sur le climat, la bonne ou la mauvaise santé, se transforme avec le temps en haine féroce. Les sorcières ne sont plus de simples barbares, mais des hérétiques sataniques. En 1486, à l'époque du Malleus Maleficarum, la façon dont les sorcières acquièrent leur pouvoir démoniaque fait encore largement débat. Les opinions sont très controversées, même chez ceux qui croient aux sorcières. Le marteau apporte les réponses. À la question « Comment Satan corrompt-il les hommes ?», il fournit cette réponse effrayante. Il fait d'eux ses complices. Et les femmes aux mœurs légères sont les meilleures recrues. Le désir charnel est insatiable chez elle. Et c'est pour cette raison qu'elle batifole avec les démons. Kramer est celui qui apporte la preuve systématique que ces complices du diable sont presque toujours des femmes. Le titre même du livre, Malleus Maleficarum, identifie les responsables de sorcellerie comme étant des femmes. La voyelle de terminaison est au féminin, et Kramer le dit lui-même. Il parle des sorcières en particulier, et non pas de la sorcellerie en général. À la question « Pourquoi doit-on avoir peur des sorcières et les exterminer ?», la réponse est encore plus effrayante. Les sorcières sont un signe de l'Apocalypse. Avant le jour du jugement, elles seront toutes jetées en enfer de la même manière. Institoris établit une liaison étroite entre ce mal, ce culte du diable, et la peur apocalyptique de la fin du monde. Dieu est tellement en colère contre l'hérésie de la sorcellerie que tout d'abord, il permet à Satan d'aider les sorcières à faire des choses terribles et que, ensuite, il va finir par mener le monde à sa fin, et ce, au plus vite. Région du Tyrol, décembre 1486. Le chef-d'œuvre d'Heinrich Kramer est presque prêt à être publié. Mais pour assurer le succès du livre, il manque un dernier document. L'agrément donné par une personne qui fait autorité. Ce qu'on appelle une approbation. Sans elle, l'œuvre de Kramer risque d'être vouée à l'échec. Tout ce qu'il affirme dans ce texte est-il conforme à l'orthodoxie catholique? Rien n'est moins sûr. Prétendre que la sorcellerie est la plus grande hérésie qui soit, cela paraît plutôt bizarre en fait. Il se peut très bien donc qu'il ait pensé que certaines choses qu'il assénait comme des vérités manquaient un peu de consistance, et c'est pour cela qu'il voulait avoir l'aval de la faculté. Heinrich Kramer souhaite une approbation de l'une des plus grandes écoles religieuses de son époque, l'Université de Cologne. Et il se trouve que Jacob Sprenger, le co-auteur supposé, en est l'un des professeurs les plus respectés. Les spécialistes du Malleus ne sont pas d'accord sur ce qui s'est passé ensuite. Certains disent que Sprenger et Kramer se sont adressés à l'université pour obtenir une lettre d'approbation, que grâce à son statut, Sprenger réussit à persuader ses pairs, et que finalement, plusieurs personnalités signent le document. Mais d'autres pensent que Kramer a fait seul la démarche. Malheureusement, il s'est montré trop impatient, trop insistant, et n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il a donc fait de fausses signatures qu'il a ensuite données à imprimer. Kramer aurait-il été capable d'une telle flagrante supercherie? Plusieurs siècles plus tard, deux équipes de spécialistes du Malleus travaillent en tandem et se livrent à un examen scrupuleux de l'approbation en question.
Berlin. Au musée d'histoire allemande, à quelques heures de route de l'université de Cologne, les professeurs Dillinger et Schnitter recherchent des preuves de falsification. Au même moment, à Washington, D.C., les historiens du Malleus, Hans Brodel et Christopher Mackie, s'apprêtent à passer au peigne fin l'approbation dans une des rares toutes premières éditions du Marteau des sorcières qui se trouve aux États-Unis. Conservé à la bibliothèque du Congrès, cet exemplaire possède une nouvelle reliure, mais le corps du texte, demeuré intact, date de 1487. L'approbation se compose de deux parties. La première est un compte-rendu précis du livre, signé de 4 professeurs en théologie de Cologne. Les signatures sont certifiées par un notaire. La seconde partie n'est qu'une vague justification de la chasse aux sorcières en général. Elle est signée par 8 professeurs, mais pour sa signature, le notaire était absent. Le notaire en charge de cette affaire reconnaît qu'il n'était pas physiquement présent pour authentifier la seconde fournée de signatures. Mais ça paraît bizarre, parce qu'après tout, c'est ce qu'il est censé faire. Un autre fait remet en question la validité de ces signatures. Au moins 2 des personnes qui ont signé le document ont prétendu plus tard ne pas l'avoir fait. Ce qui tendrait, bien sûr, à prouver qu'il s'agit en partie d'un faux. Mais même s'il n'y a pas de doute sur les signatures, elles ne sont pas forcément une garantie. En fait, cet homme, Andreas, reconnaît même qu'il donne son approbation au livre alors qu'il n'en a qu'un bref aperçu. Il admet n'avoir pas lu le document avec attention, et je pense que c'est sans doute le cas d'un bon nombre de signataires. Les conséquences de tout cela sont inquiétantes. Le seul expert en théologie qui précise qu'il a lu attentivement le livre est un grand professeur de Cologne. Et cela l'a laissé plutôt sceptique. Il dit que c'est un livre qu'il ne faudrait pas donner à lire à n'importe qui, que c'est un livre pour des spécialistes, et que donc, il considère ce livre pour le moins problématique, voire même dangereux. L'approbation est incluse dans presque toutes les éditions du Malleus Maleficarum. Et ceux qui l'ont lu n'avaient aucune raison de remettre en cause cet important soutien de grands noms de l'université de Cologne. L'approbation aide donc à faire du Marteau des sorcières un phénomène. À la fin du printemps 1487, le Malleus, doté de l'approbation, est prêt pour la publication. Imprimé dans la ville de Speyer en Allemagne, la Bible du chasseur de sorcières va faire une entrée fracassante sur la place publique. Ce livre, tristement célèbre sur la sorcellerie, aurait pu rapidement sombrer dans l'oubli. Mais il se trouve que sa parution a coïncidé avec une invention qui a changé le monde. L'influence de Cramer tient d'une part au fait qu'il était méthodique et d'autre part au fait qu'il a su profiter de la technologie de l'imprimerie. L'invention de la presse de Gutenberg en 1454 a permis une large diffusion des idées. Pour la première fois dans l'histoire, toute personne qui en avait les moyens pouvait écrire, imprimer, vendre, distribuer un livre et donc avoir une emprise sur l'opinion publique à grande échelle. Toutes éditions confondues, le Marteau des sorcières s'est vendu à l'époque à plus de 30 000 exemplaires. Les autorités religieuses et laïques, le clergé, les universités, les bibliothèques, tous en ont fait un jour ou l'autre l'acquisition. Le livre de Cramer touche le public à l'aube du XVIe siècle. Une époque politiquement instable, marquée par des affrontements entre nations. Au même moment, l'Église est agitée de terribles querelles intestines, annonciatrices de la réforme protestante. Au milieu de ce chaos, les descriptions de sorcellerie apocalyptique données dans le livre contribuent à créer un climat de peur et de suspicion.
Cramer, comme beaucoup de gens à l'époque, était convaincu qu'il y avait de plus en plus de sorcières, que l'influence de Satan se faisait de plus en plus sentir, et que si personne ne faisait rien, c'est toute l'Europe qui se retrouverait bientôt sous son emprise. Les procédés décrits dans le Maléus deviennent pratique courante. Avis à poser sur les portes de la ville, incitant la population à livrer des noms. Interrogatoires musclés. Différentes façons d'utiliser la torture. Moment propice à la sentence de mort. Cependant, dès la parution du livre, des voix s'élèvent contre les idées qu'il défend. Et au fil du temps, les objections se font de plus en plus fortes. Presque tout de suite, il y a eu des gens qui se sont levés pour dire haut et fort que tout cela n'avait aucun sens. Mais cela ne suffit pas. La chasse aux sorcières continue dans tout le nord de l'Europe, causant des ravages en Suisse, en France, en Allemagne et même au-delà. Largement diffusé et lu, le Malleus Maleficarum attise le feu d'une nouvelle vague de persécutions, de tortures et de morts. Les suspects sont le plus souvent des paysannes. Certaines soignent par les plantes, d'autres invoquent des forces surnaturelles. Leur seul crime, c'est la pauvreté. Mais selon le marteau des sorcières, les faits... 1563. Wiesensteig, en Allemagne. Moins de 100 ans se sont écoulés depuis l'un des plus célèbres procès du marteau des sorcières. Ravensbourg et sa tempête de grêle d'origine soi-disant démoniaque. Autre ville, autre procès, même motif d'inculpation. Mais cette fois, c'est un gentilhomme qui accuse des femmes d'avoir invoqué le diable pour provoquer une tempête de grêle qui a détruit les récoltes. Initiée par le noble propriétaire terrien, l'affaire comporte deux éléments importants à l'origine de toute chasse aux sorcières. La panique d'une part, et le soutien d'un personnage puissant. Vous avez toujours besoin d'un prince prêt à cautionner les chasseurs de sorcières. Un prince qui accepte volontiers de faire le procès des sorcières dans ses tribunaux. De plus, dans les petites communautés, le fait de reprocher à des voisins des phénomènes inexpliqués est assez lourd de sens. Depuis la nuit des temps, les gens qui vivent en cercle fermé, comme les habitants d'un village par exemple, ont toujours eu des petits différends entre eux. Et dans beaucoup de sociétés, cela a conduit à l'idée que certaines personnes avaient le pouvoir de nuire à d'autres. Dans un climat de suspicion, l'hystérie s'alimente d'elle-même. Les gens du peuple ne demandent que cela. Aller se présenter pour identifier un malfaiteur connu. C'est une sorcière, c'est une sorcière. Les gens croient à cette idée de sorcellerie diabolique. Et un vent de panique a vite fait de souffler sur une toute petite ville. Les suspects sont le plus souvent des paysannes. Certaines soignent par les plantes, d'autres invoquent des forces surnaturelles. Ce sont parfois des malades mentales, souvent de simples mendiantes. Leur seul crime, c'est la pauvreté. Mais selon le marteau des sorcières, les faibles femmes sont les plus dangereuses. Elles sont profondément abattues. Et arrive ce personnage extraordinaire, qui s'avère être le diable ou un démon, et qui leur promet de les sortir de la misère si elles font ce qu'il leur demande. Au procès de Wiesensteig, les femmes sont soumises à la torture. Les inquisiteurs qui consultent le Malleus Maleficarum, la Bible du chasseur de sorcières, savent que c'est le meilleur moyen de les faire avouer. Si la personne ne confesse pas la vérité, un deuxième ou troisième jour d'interrogatoire sous la torture. On peut utiliser la torture pour obliger les sorcières à nommer leurs complices, et on sait qu'elles ont des complices parce qu'elles font partie de cette vaste conspiration. Parmi les pires supplices, un casque en acier qu'on appelle le broyeur de crâne. Les strapades et les poussettes,
étau qui compresse et écrase la main. Le procès de Wiesensteig dure des mois. Au final, plus de 60 femmes passent aux aveux et sont brûlées vives. Et d'autres, un peu plus tard, subiront le même sort. Certaines personnes pensent que, dans toute l'histoire, c'est le Malleus Maleficarum qui a inspiré les pires actes de haine contre les femmes. Mais une telle haine, ou quoi que ce soit qui se cache derrière, peut-elle expliquer l'incroyable fascination qu'exerce le livre? Novembre 2009. Peter Maxwell Stuart, qui enquête sur le Malleus, est persuadé que la haine n'est pas la vraie motivation de l'auteur. Il s'arrête sur quelque chose de plus significatif. La sexualité choquante du Malleus. Dans Le Marteau des sorcières, les femmes font bien plus que séduire et forniquer avec les démons. Au fil des pages, l'auteur ne cesse de répéter que leur sexualité débridée mène droit à Satan. Les sorcières couchées sur le dos, nues au-dessus du nombril, les membres disposés de façon appropriée pour cet acte répugnant. Les femmes sont toutes tellement plus passionnées que les hommes, ce qui découle en partie de leur libido, qu'elles ne peuvent se contrôler. Et l'homme n'étant pas à la hauteur de la tâche, elle se retrouve sous l'emprise de Satan. Cela explique en tout cas pourquoi l'accent est autant mis sur la sexualité dans le Malleus. Cette mise en accusation du comportement sexuel des femmes permet de justifier de nouvelles vagues de persécution. Institoris dit clairement dans le Malleus que nous vivons une époque où ce sont les femmes qui mènent la danse, où leur désir et leur instinct charnel engendrent partout une terrible perversion. Et je pense qu'Institoris imagine cette domination des femmes comme une perspective terrifiante, quelque chose qu'il faut absolument stopper net. Le contenu très cru du texte pourrait-il expliquer le succès du livre à travers les siècles? Pour tenter de comprendre cette focalisation sur la sexualité, les chercheurs qui enquêtent sur le Malleus suivent une piste originale. Une série de lettres relatant dans le détail le plus grand scandale sexuel associé à l'auteur du Marteau des sorcières. Des lettres écrites pendant le procès raté de Kramer à Innsbruck. Je pense que tout le monde à Innsbruck aurait été très heureux s'il s'était contenté de faire le procès de la magie. Il s'est mis à parler de la conspiration des sorcières diaboliques, de femmes qui chevauchent leur balai la nuit, de toutes ces choses, et il était obnubilé par la sexualité féminine. Mais pourquoi bon sang aller leur poser toutes ces questions sur le sexe? C'est à la fois étrange et malsain. Sa pensée pourrait se traduire ainsi. C'est à tel point caractéristique de la nature d'une sorcière, à tel point typique du comportement d'une sorcière que lorsque nous faisons le procès d'une sorcière, nous voulons tout savoir sur le passé de cette femme. Parce que si on y décèle une quelconque déviance sexuelle, cela étaye l'accusation de sorcellerie. L'échange de correspondance entre l'évêque et les autorités locales révèle une étonnante facette de la personnalité d'Heinrich Kramer Institoris. Institoris se conduisait de façon très troublante au tribunal. Il faisait peu de cas de la procédure. Il persécutait l'accusé. Son comportement après le procès est encore plus troublant. Il s'attarde à Innsbruck et continue de harceler les femmes mises en accusation. À tel point que l'évêque lui adresse un courrier courroucé, le priant de quitter la ville. Il y a cette célèbre lettre dans laquelle l'évêque prévient Institoris qu'il se pourrait fort bien que les maris des accusés entreprennent des actes de violence contre lui. L'évêque qui l'a chassé disait que Kramer était un fou. Voici celui à qui l'on doit le Marteau des sorcières. Est-il possible que le comportement anormal de cet homme ait aidé à faire vendre les idées radicales exposées dans le Malleus Maleficarum? Selon certains historiens, dans la plupart des textes de propagande haineux, comme Mein Kampf par exemple, plus les préjugés sont outranciers, plus leur pouvoir de persuasion est fort.
Une chose est sûre. À la fin du XVIIe siècle, les idées propagées par le Malleus Maleficarum continuent de faire des ravages. L'hystérie de la chasse aux sorcières gagne même le monde anglo-saxon. Bientôt, le poison distillé par l'œuvre de Cramer va inspirer l'un des plus célèbres procès en sorcellerie et y laisser sa marque indélébile. Une nouvelle affaire dramatique prend forme et échauffe les esprits, transformant une colonie en horde sauvage. Des rumeurs circulent à propos d'actes de sorcellerie sur des enfants, et les accusations ont au fait de virer à 1692. La région de Salem, dans le Massachusetts, où cohabitent deux communautés. Une nouvelle affaire dramatique prend forme et échauffe les esprits, transformant une colonie en horde sauvage. Des rumeurs circulent à propos d'actes de sorcellerie sur des enfants, et les accusations ont au fait de virer à la menace. Si vos chèvres meurent, que vos enfants tombent malades, et que vous pouvez associer ces gros problèmes à des menaces de gens désagréables, vous avez tous les ingrédients pour soupçonner un cas de sorcellerie. D'éminents citoyens osent l'impensable, exprimer des doutes. Ils remettent en cause la validité des charges qui pèsent sur les accusés et déplorent la chasse aux sorcières. Résultat, ils sont eux aussi accusés. Toute personne qui exprime des doutes ou défend leur honneur est suspectée. Imaginez que vous viviez dans une ville aujourd'hui dans laquelle vous savez qu'il y a une secrète conspiration diabolique et que des gens le nient allègrement en disant « mais non, ce n'est pas vrai ». Cela paraîtrait plus que stupide, ce serait carrément monstrueux. Les enfants sont appelés à témoigner. Certains meurent pour protéger leurs parents. Et on finit même par voir d'honnêtes villageois pendus au bout d'une corde. En moins d'un an, les représentants de la ville arrêtent 150 personnes, dont 29 sont reconnus coupables et 19 condamnés à mort. On a mis en avant plusieurs théories pour expliquer cette soudaine hystérie, un peu tout et n'importe quoi. Maladie provoquée par l'ergot de seigle, qui contient une substance hallucinogène. Répression culturelle. Histoire de zombies. Mais quelle que soit la raison de cette folie des sorcières, l'horreur de Salem ramène à cet atroce héritage du Malleus Maleficarum. L'idée toute simple, martelée dans le livre, que le scepticisme est une hérésie. Autrement dit, en remettant en doute l'existence des sorcières, le sceptique se fait de lui-même complice du crime. Écrire un texte qui spécifie d'emblée que le fait de ne pas croire aux sorcières est la pire des hérésies, ce n'est pas seulement audacieux, c'est franchement provocateur. Ce raisonnement est la clé de voûte de la psychologie des chasseurs de sorcières. Dans ces circonstances, quand les gens sont contraints de dénoncer leurs complices au tribunal, même ceux qui n'ont rien à voir avec la pratique de la sorcellerie, parfois même des femmes de notables ou bien des villageois respectés, peuvent être accusés d'avoir été présents à l'Assemblée, d'avoir prêté allégeance à Satan. C'est là quelque chose de très nouveau. Aujourd'hui, après avoir analysé toute la psychologie de la chasse aux sorcières, les chercheurs sont d'accord sur un point fondamental. En faisant du doute un crime, pendant 200 ans, le Malleus a contribué à transformer la misogynie, la paranoïa et la peur en une monstrueuse institution. Conséquence de Salem et des différents procès en Europe, la folie des sorcières prend fin. On estime qu'à la fin du XVIIIe siècle, de 40 à 60 000 personnes ont été victimes de cette chasse effrénée.
l'histoire sombre de la sorcellerie demeurera à jamais liée à ce nom, Heinrich Kramer Institoris. Hanté par le scandale, il s'est dévoué à l'écriture d'un livre de vengeance. Une Bible du chasseur de sorcières obsédé par un seul avertissement biblique. Tu ne dois pas laisser une sorcière en vie. Un manuel très ancien et tristement célèbre, entièrement voué à une sinistre cause, poursuivre en justice, torturer et tuer les sorcières. Vous vous procurez ce marteau et vous l'utilisez pour les écraser. En arrière-plan de ce livre, qui durant 2 siècles va participer au règne de la terreur, se cachent des histoires de folie, de contrefaçon et de scandale. Mais comment a-t-il pu faire autorité pendant si longtemps? De quelle force tirait-il son pouvoir de persuasion? À partir du moment où l'idée d'une vaste conspiration des adorateurs du démon commence à faire son chemin, une peur panique des sorcières peut rapidement s'emparer de tout un village. Aujourd'hui, une équipe internationale de chercheurs révèle les étranges secrets et le charme fatal de la Bible du chasseur de sorcières. Le Malleus Maleficarum. Traduction, le marteau des sorcières. 256 pages de texte dense en latin, rédigé en 1486. C'est à la fois un traité extrêmement détaillé et un manuel de procédure très complet, destiné à prouver que les sorcières existent bien et qu'elles doivent être mises à mort. Il se présente comme un texte digne de foi que les gens peuvent consulter pour comprendre la sorcellerie, saisir la signification de ce phénomène. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, avec plus de 30 000 exemplaires édités, le marteau des sorcières se répand comme un fléau dans toute l'Europe. Son influence va même se faire sentir jusque dans le Nouveau Monde. Au bout du compte, ce livre aura permis d'envoyer à la mort plus de 60 000 personnes. Mais comment cette Bible a-t-elle acquis une aussi sinistre réputation? Le marteau n'a pas inventé la chasse aux sorcières. En Europe, les premières grandes chasses aux sorcières datent de plus d'1 siècle avant sa publication. Des religieux avaient déjà écrit des textes condamnant ces dernières. Et pourtant, aujourd'hui encore, soit 500 ans et quelques années plus tard, le Malleus Maleficarum reste le livre médiéval sur la sorcellerie le plus connu, le plus lu et le plus sujet à polémique. Comment expliquer qu'il ait eu une telle influence et qu'il demeure une référence? Les activités de chasse aux sorcières au XVe et début XVIe siècle prennent appui sur les notions intellectuelles vulgarisées par le Malleus. Le Malleus Maleficarum a été réédité plusieurs fois et il a été lu par beaucoup de gens. Un grand nombre d'entre eux avaient vraisemblablement déjà entendu parler de sorcellerie, mais ils avaient quelques doutes à ce sujet. Et voilà que la sorcellerie devenait un fait établi. Une équipe d'experts du monde entier, traducteurs et spécialistes de l'époque médiévale, se penchent aujourd'hui sur la question. Ils examinent les éditions originales et les copies détaillées sur 2 continents, découvrent des documents rares,
et rassemble les indices pour tenter de répondre à cette question. Pourquoi le marteau des sorcières a-t-il exercé une telle influence? Le premier indice remonte à plus de 500 ans. Il se rapporte à l'une des plus célèbres chasses aux sorcières de l'histoire et à un homme que l'on dit anormal, voire fou. « 1485, Innsbruck, en Autriche. 48 femmes et 2 hommes sont accusés de pratiquer de la magie néfaste, de la sorcellerie. Leur crime, malédiction sur les conjoints infidèles et utilisation de sorts et d'élixirs pour provoquer la maladie ou la mort. Une femme en particulier est au centre des accusations. Lors de son procès, un inquisiteur de passage prend l'affaire en main et déclenche un scandale. Il interroge l'accusé sur des actes sexuels pratiqués sous influence satanique et soutient que la fornication renforce ses pouvoirs de sorcière. L'avocat dépêché par l'évêque de la ville intervient. Il accuse l'inquisiteur de tenir des propos extravagants et non conformes à la loi et il exige que toutes les charges soient abandonnées. L'inquisiteur quitte Innsbruck. Son intervention au procès a été un fiasco. Cet homme, c'est Heinrich Kramer, nom latin Institoris, célèbre inquisiteur et futur auteur du marteau des sorcières. « 1486. Dès son retour d'Innsbruck, où il a été publiquement désavoué, Heinrich Kramer Institoris s'attelle à son chef-d'œuvre. Un livre destiné à prouver que les sorcières sont guidées par la faiblesse et la luxure, voies par lesquelles le démon se fait chair. Les sorcières doivent donc être débusquées et brûlées. Ce sera l'ultime plaidoirie d'Heinrich Kramer, son livre de vengeance, qui fera définitivement taire les critiques et qui convaincra le monde entier. La Bible du chasseur de sorcières. Kramer devait être très en colère et aussi énormément déçu au moment où il a écrit le Malleus Maleficarum, parce qu'il avait perdu sa bataille contre les sorcières. Ce livre est donc d'une certaine façon sa dernière volonté, son testament. La plus grande réussite du marteau des sorcières aurait été de faire de la vengeance d'un homme une cause universelle, fracassante sur la place publique. Ce livre, tristement célèbre sur la sorcellerie, aurait pu rapidement sombrer dans l'oubli. Mais il se trouve que sa parution a coïncidé avec une invention qui a changé le monde. L'influence de Kramer tient d'une part au fait qu'il était méthodique et d'autre part au fait qu'il a su profiter de la technologie de l'imprimerie. L'invention de la presse de Gutenberg en 1454 a permis une large diffusion des idées. Pour la première fois dans l'histoire, toute personne qui en avait les moyens pouvait écrire, imprimer, vendre, distribuer un livre et donc avoir une emprise sur l'opinion publique à grande échelle. Toutes éditions confondues, le marteau des sorcières s'est vendu à l'époque à plus de 30 000 exemplaires. Les autorités religieuses et laïques, le clergé, les universités, les bibliothèques, tous en ont fait un jour ou l'autre l'acquisition. Le livre de Kramer touche le public à l'aube du XVIe siècle. Une époque politiquement instable, marquée par des affrontements entre nations. Au même moment, l'Église est agitée de terribles querelles intestines, annonciatrices de la réforme protestante. Au milieu de ce chaos, les descriptions de sorcellerie apocalyptique données dans le livre contribuent à créer un climat de peur et de suspicion. Kramer, comme beaucoup de gens à l'époque, était convaincu qu'il y avait de plus en plus de sorcières, que l'influence de Satan se faisait de plus en plus sentir, et que si personne ne faisait rien, c'est toute l'Europe qui se retrouverait bientôt sous son emprise.
Les procédés décrits dans le Malleus deviennent pratique courante. Avis apposés sur les portes de la ville, incitant la population à livrer des noms. Interrogatoires musclés. Différentes façons d'utiliser la torture. Moment propice à la sentence de mort. Cependant, dès la parution du livre, des voix s'élèvent contre les idées qu'il défend. Et au fil du temps, les objections se font de plus en plus fortes. Presque tout de suite, il y a eu des gens qui se sont levés pour dire haut et fort que tout cela n'avait aucun sens. Mais cela ne suffit pas. La chasse aux sorcières continue dans tout le nord de l'Europe, causant des ravages en Suisse, en France, en Allemagne et même au-delà. Largement diffusé et lu, le Malleus Maleficarum attise le feu d'une nouvelle vague de persécutions, de tortures et de morts. Les suspects sont le plus souvent des paysannes. Certaines soignent par les plantes, d'autres invoquent des forces surnaturelles. Leur seul crime, c'est la pauvreté. Mais selon le marteau des sorcières, les faits... 1563. Wiesensteig, en Allemagne. Moins de 100 ans se sont écoulés depuis l'un des plus célèbres procès du marteau des sorcières. Ravensbourg et sa tempête de grêle d'origine soi-disant démoniaque. Autre ville, autre procès, même motif d'inculpation. Mais cette fois, c'est un gentilhomme qui accuse des femmes d'avoir invoqué le diable pour provoquer une tempête de grêle qui a détruit les récoltes. Initiée par le noble propriétaire terrien, l'affaire comporte deux éléments importants à l'origine de toute chasse aux sorcières. La panique d'une part, et le soutien d'un personnage puissant. Vous avez toujours besoin d'un prince prêt à cautionner les chasseurs de sorcières. Un prince qui accepte volontiers de faire le procès des sorcières dans ses tribunaux. De plus, dans les petites communautés, le fait de reprocher à des voisins des phénomènes inexpliqués est assez lourd de sens. Depuis la nuit des temps, les gens qui vivent en cercle fermé, comme les habitants d'un village par exemple, ont toujours eu des petits différends entre eux. Et dans beaucoup de sociétés, cela a conduit à l'idée que certaines personnes avaient le pouvoir de nuire à d'autres. Dans un climat de suspicion, l'hystérie s'alimente d'elle-même. Les gens du peuple ne demandent que cela. Aller se présenter pour identifier un malfaiteur connu. C'est une sorcière, c'est une sorcière. Les gens croient à cette idée de sorcellerie diabolique. Et un vent de panique a vite fait de souffler sur une toute petite ville. Les suspects sont le plus souvent des paysannes. Certaines soignent par les plantes, d'autres invoquent des forces surnaturelles. Ce sont parfois des malades mentales, souvent de simples mendiantes. Leur seul crime, c'est la pauvreté. Mais selon le marteau des sorcières, les faibles femmes sont les plus dangereuses. Elles sont profondément abattues. Et arrive ce personnage extraordinaire, qui s'avère être le diable ou un démon, et qui leur promet de les sortir de la misère si elles font ce qu'il leur demande. Au procès de Wiesensteig, les femmes sont soumises à la torture. Les inquisiteurs qui consultent le Malleus Maleficarum, la Bible du chasseur de sorcières, savent que c'est le meilleur moyen de les faire avouer. Si la personne ne confesse pas la vérité, un deuxième ou troisième jour d'interrogatoire sous la torture. On peut utiliser la torture pour obliger les sorcières à nommer leurs complices, et on sait qu'elles ont des complices parce qu'elles font partie de cette vaste conspiration. Parmi les pires supplices, un casque en acier qu'on appelle le broyeur de crâne. Les strapades et les poussettes, étaux qui compressent et écrasent la main. Le procès de Wiesensteig. Pendant des siècles, on a cru que le chef-d'œuvre de Kramer avait la bénédiction de l'Église. Mais les apparences peuvent être trompeuses.
Novembre 2009, Berlin. À environ 600 km de l'endroit où est né le marteau des sorcières, se trouve le musée de l'histoire allemande. Les professeurs Johannes Dillinger et André Schnitter espèrent y trouver des indices pouvant expliquer l'extraordinaire succès du livre. Pour cela, ils ont l'intention d'examiner de près 2 éditions différentes. Cet exemplaire du marteau des sorcières, que l'on ne peut consulter que sur autorisation spéciale, date de plus de 500 ans. Pour comprendre le succès du livre, il faut d'abord se pencher sur le document très important qui y est inséré. Pour certains, ce dernier constituait la marque du plus grand soutien que le marteau ait jamais reçu, celui de l'Église. C'est ce que l'on appelle une bulle pontificale. Similaire à une proclamation royale, la bulle pontificale est une lettre patentée du pape, formulant une doctrine officielle de l'Église. Celle-ci, Summis Desiderantes, ou bulle de la sorcellerie, demeure l'une des plus connues. Elle précise 2 points importants. D'abord, elle met en garde contre les sorcières. Cette bulle décrit ce qu'est en réalité la sorcellerie, ce que font les sorcières, la façon dont elles déclenchent par magie des tempêtes de grêle et des orages, rendent la population et le bétail stériles, tuent ou mutilent. En second lieu, elle autorise officiellement Heinrich Kramer à les pourchasser. On imagine mal aujourd'hui l'impact qu'aurait pareil décret pontifical, persuadant les lecteurs que les sorcières existent bel et bien et que le marteau a la bénédiction de la plus haute autorité religieuse. Mais il y a un problème. En se concentrant sur l'étude de la bulle, les chercheurs découvrent qu'elle est surtout remarquable par ce qu'elle ne dit pas. En effet, nulle part il n'est fait allusion au marteau des sorcières. La bulle pontificale date de 3 ans avant la publication du marteau. Comment se fait-il alors qu'on la retrouve dans presque toutes les éditions ? Il faut retourner en 1484 pour avoir un début de réponse. Selon certains historiens, Heinrich Kramer s'apprête alors à partir pour Rome, déçu de ne pas avoir reçu le soutien des autorités. Il emporte dans ses bagages une lettre argumentée demandant la permission de pourchasser les sorcières avec l'approbation du pape. Kramer détient également une certaine somme d'argent, non révélée, destinée à mieux convaincre le Vatican. La démarche de Kramer s'avère efficace. Sa lettre servira de base au Summis Desiderantes. La bulle pontificale ne dit absolument rien sur le marteau des sorcières. Mais Kramer savait très bien ce qui se passerait s'il la mettait en bonne place. L'insertion de cette bulle était bien commode, parce qu'elle laissait penser que le Vatican était absolument d'accord avec tout ce qui était dit dans le Malleus Maleficarum. Pour l'équipe de chercheurs, la bulle est trompeuse, et il y a de fortes chances que le Malleus Maleficarum tienne son succès non pas d'une quelconque approbation papale, mais du maître manipulateur. Heinrich Kramer, un homme obsédé par l'idée de faire taire les critiques et qui veut imposer au monde sa propre vision des sorcières. Un mal dont il faut se débarrasser. À en croire le récit qui en est fait, 2 femmes finissent par avouer des actes de magie diabolique ayant provoqué des tempêtes meurtrières. Heinrich Kramer ordonne qu'elles soient brûlées vives. Le Malleus Maleficarum, la Bible du chasseur de sorcières, est en bonne voie.
1485-1486. Région du Tyrol, près de l'Autriche. Le marteau des sorcières d'Heinrich Kramer prend forme. Son auteur tient à mettre au point une véritable encyclopédie de la chasse aux sorcières. Kramer s'empare littéralement de tout ce qui peut étayer son propos, à savoir que les sorcières existent bel et bien et qu'elles sont vraiment très dangereuses. Le marteau décrit en détail les dangers de la sorcellerie. Pouvoir divinatoire, sort pour infliger des maladies mortelles, enlèvement et sacrifice de nouveau-nés, provocation de catastrophes naturelles, actes de cannibalisme, sorcières volant dans les airs pour rejoindre d'autres démons aux cérémonies de magie noire, les sabbats. Kramer intègre aussi dans ce livre des exemples tirés de sa propre chasse aux sorcières. Son modèle, un procès qui a fait sensation et qui a eu lieu avant son humiliation à Innsbruck. Pour lui, c'est la procédure parfaite et fatale d'une action en justice contre les sorcières. « 1484, Ravensbourg, Allemagne. Une averse de grêle a ravagé la région. Raison invoquée, la sorcellerie. Au tribunal, 8 femmes sont confrontées à une délégation de représentants officiels du district et à Heinrich Kramer. Tout près se trouve l'instrument de torture préféré de l'inquisiteur, l'estrapade. Ce supplice consistait à attacher le poignet de la victime à une corde, la hisser au sommet d'un poteau avec une poulie, puis la relâcher brutalement jusqu'à ce qu'elle se démette l'épaule. À en croire le récit qui en est fait, 2 femmes finissent par avouer des actes de magie diabolique ayant provoqué des tempêtes meurtrières. Heinrich Kramer ordonne qu'elles soient brûlées vives. À ses yeux, Ravensbourg est un grand succès. Deux ans plus tard, dans son chef-d'œuvre, il relate le procès comme lui seul peut le faire. Un récit détaillé fait par le bourreau en personne. Dans la ville de Ravensbourg, 2 femmes ont été réduites en cendres. Elles ont été livrées aux griffes du diable. Kramer a malgré tout quelques craintes concernant la vente de son livre. Il pense que ses seules références risquent de ne pas suffire. Pour convaincre le maximum de gens, il serait préférable que le manuscrit soit co-signé par un illustre personnage. Que se passe-t-il alors? C'est là toute la polémique autour du marteau des sorcières. Pratiquement toutes les éditions du livre font apparaître 2 noms, Kramer et Jacob Sprenger, un professeur de la prestigieuse université de Cologne. Jacob Sprenger était l'une des grandes figures de l'ordre des Dominicains en Allemagne. Certains experts pensent que Sprenger s'est contenté d'écrire la préface du marteau. D'autres pensent que ce brillant érudit a joué le rôle de conseiller littéraire. Et d'aucuns, enfin, sont convaincus que Sprenger n'a absolument rien à voir avec le livre et que Kramer a tout simplement rajouté son nom. Ce qui est sûr, c'est que Sprenger était bien plus connu que Kramer. C'est justement pour cela que Kramer a mis son nom sur le livre. Il y a un point sur lequel presque tous les chercheurs s'entendent, c'est de reconnaître Heinrich Kramer comme auteur principal. On retrouve dans le texte un ton enflammé, des formules à sensation, qui collent tout à fait à son personnage. Novembre 2009, Université de St Andrews en Écosse. L'historien Peter Maxwell Stuart, associé à l'équipe d'enquête sur le Malleus, recherche dans le texte des indices de l'influence prépondérante de Kramer. Vous vous intéressez à son latin et certains mots tout à coup vous sautent aux yeux parce qu'émotionnellement très chargés. Il aurait pu choisir d'autres mots, mais non, c'est ceux-là qu'il a choisis.
Le mot spursitia est un terme très fort, particulièrement péjoratif. On l'emploie pour désigner quelque chose d'à la fois sale et répugnant. Pilocationem est un mot très peu usité. Cela veut dire rechercher les aventures galantes, ce que les sorcières font faire aux hommes d'après lui. Ce type de langage très particulier que l'on retrouve ici et là au fil des pages illustre bien la disposition d'esprit d'Institoris. À la fin de l'année 1486, le marteau des sorcières est terminé. C'est un manuel de référence qui va bien plus loin que tout ce qui a été écrit jusqu'alors en expliquant les dangers de la sorcellerie. Un des problèmes fondamentaux avec la sorcellerie, c'est que ça ne tient pas vraiment debout. Toute cette histoire de conspiration diabolique, de Dieu qui autorise Satan à donner des pouvoirs surnaturels à ses femmes, tout cela ne semble pas très plausible à première vue. Et ce que fait le Malleus, c'est qu'il explique exactement comment ça marche, pourquoi Dieu fait cela, et il prouve l'existence des sorcières. Pour présenter ses arguments, le livre est divisé en 3 parties. Première partie, une discussion philosophique autour de la sorcellerie. Deuxième partie, un guide pour le clergé. Comment reconnaître les actes de sorcellerie à l'intérieur de sa propre communauté. Et troisième partie, la plus terrible. Un manuel de procédure, un guide pour l'accusation, les poursuites judiciaires et la condamnation à mort des sorcières. Lorsqu'il met le point final à son livre, Cramer n'a aucun moyen de savoir si sa Bible du chasseur de sorcières va connaître un quelconque succès. À terme, il va contribuer à envoyer à la mort des dizaines de milliers de gens soupçonnés de sorcellerie. À la question « Pourquoi doit-on avoir peur des sorcières et les exterminer ?», la réponse est encore plus effrayante. Les sorcières sont un signe de l'apocalypse. Pour tenter de comprendre le cruel impact de cet ouvrage, les chercheurs se penchent sur l'image des sorcières dans le monde avant et après la publication du Marteau des sorcières. On trouve quelques récits isolés de chasse aux sorcières dès la période dite de l'âge sombre. En Europe, la première grande vague se situe au milieu du XIIIe siècle, soit 100 ans avant le marteau. Au fur et à mesure que la chasse aux sorcières prend de l'ampleur, elle change de caractère. Ce qui était au départ une mesure destinée à juguler la sorcellerie païenne, ses effets sur le climat, la bonne ou la mauvaise santé, se transforme avec le temps en haine féroce. Les sorcières ne sont plus de simples barbares, mais des hérétiques sataniques. En 1486, à l'époque du Malleus Maleficarum, la façon dont les sorcières acquièrent leur pouvoir démoniaque fait encore largement débat. Les opinions sont très controversées, même chez ceux qui croient aux sorcières. Le marteau apporte les réponses. À la question « Comment Satan corrompt-il les hommes ?», il fournit cette réponse effrayante. Il fait d'eux ses complices. Et les femmes aux mœurs légères sont les meilleures recrues. Le désir charnel est insatiable chez elle, et c'est pour cette raison qu'elle batifole avec les démons. Cramer est celui qui apporte la preuve systématique que ces complices du diable sont presque toujours des femmes. Le titre même du livre, Malleus Maleficarum, identifie les responsables de sorcellerie comme étant des femmes. La voyelle de terminaison est au féminin, et Cramer le dit lui-même. Il parle des sorcières en particulier, et non pas de la sorcellerie en général. À la question « Pourquoi doit-on avoir peur des sorcières et les exterminer ?», la réponse est encore plus effrayante.
Les sorcières sont un signe de l'Apocalypse. Avant le jour du jugement, elles seront toutes jetées en enfer de la même manière. Institoris établit une liaison étroite entre ce mal, ce culte du diable, et la peur apocalyptique de la fin du monde. Dieu est tellement en colère contre l'hérésie de la sorcellerie que tout d'abord, il permet à Satan d'aider les sorcières à faire des choses terribles et que, ensuite, il va finir par mener le monde à sa fin, et ce, au plus vite. Région du Tyrol, décembre 1486. Le chef-d'œuvre d'Heinrich Kramer est presque prêt à être publié. Mais pour assurer le succès du livre, il manque un dernier document. L'agrément donné par une personne qui fait autorité. Ce qu'on appelle une approbation. Sans elle, l'œuvre de Kramer risque d'être vouée à l'échec. Tout ce qu'il affirme dans ce texte est-il conforme à l'orthodoxie catholique? Rien n'est moins sûr. Prétendre que la sorcellerie est la plus grande hérésie qui soit, cela paraît plutôt bizarre en fait. Il se peut très bien donc qu'il ait pensé que certaines choses qu'il assénait comme des vérités manquaient un peu de consistance, et c'est pour cela qu'il voulait avoir l'aval de la faculté. Heinrich Kramer souhaite une approbation de l'une des plus grandes écoles religieuses de son époque, l'Université de Cologne. Et il se trouve que Jacob Sprenger, le co-auteur supposé, en est l'un des professeurs les plus respectés. Les spécialistes du Malleus ne sont pas d'accord sur ce qui s'est passé ensuite. Certains disent que Sprenger et Kramer se sont adressés à l'université pour obtenir une lettre d'approbation, que grâce à son statut, Sprenger réussit à persuader ses pairs et que finalement, plusieurs personnalités signent le document. Mais d'autres pensent que Kramer a fait seul la démarche. Malheureusement, il s'est montré trop impatient, trop insistant, et n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il a donc fait de fausses signatures qu'il a ensuite données à imprimer. Kramer aurait-il été capable d'une telle flagrante supercherie? Plusieurs siècles plus tard, deux équipes de spécialistes du Malleus travaillent en tandem et se livrent à un examen scrupuleux de l'approbation en question. Berlin. Au musée d'histoire allemande, à quelques heures de route de l'université de Cologne, les professeurs Dillinger et Schnitter recherchent des preuves de falsification. Au même moment, à Washington, D.C., les historiens du Malleus, Hans Brodel et Christopher Mackie, s'apprêtent à passer au peigne fin l'approbation dans une des rares toutes premières éditions du Marteau des sorcières qui se trouve aux États-Unis. Conservé à la bibliothèque du Congrès, cet exemplaire possède une nouvelle reliure, mais le corps du texte, demeuré intact, date de 1487. L'approbation se compose de deux parties. La première est un compte-rendu précis du livre, signé de 4 professeurs en théologie de Cologne. Les signatures sont certifiées par un notaire. La seconde partie n'est qu'une vague justification de la chasse aux sorcières en général. Elle est signée par 8 professeurs, mais pour ces signatures, le notaire était absent. Le notaire en charge de cette affaire reconnaît qu'il n'était pas physiquement présent pour authentifier la seconde fournée de signatures. Mais ça paraît bizarre, parce qu'après tout, c'est ce qu'il est censé faire. Un autre fait remet en question la validité de ces signatures. Au moins 2 des personnes qui ont signé le document ont prétendu plus tard ne pas l'avoir fait. Ce qui tendrait, bien sûr, à prouver qu'il s'agit en partie d'un faux. Mais même s'il n'y a pas de doute sur les signatures, elles ne sont pas forcément une garantie. En fait, cet homme, Andreas, reconnaît même qu'il donne son approbation au livre alors qu'il n'en a qu'un bref aperçu. Il admet n'avoir pas lu le document avec attention, et je pense que c'est sans doute le cas d'un bon nombre de signataires. Les conséquences de tout cela sont inquiétantes.
Le seul expert en théologie qui précise qu'il a lu attentivement le livre est un grand professeur de Cologne. Et cela l'a laissé plutôt sceptique. Il dit que c'est un livre qu'il ne faudrait pas donner à lire à n'importe qui, que c'est un livre pour des spécialistes, et que donc, il considère ce livre pour le moins problématique, voire même dangereux. L'approbation est incluse dans presque toutes les éditions du Malleus Maleficarum. Et ceux qui l'ont lu n'avaient aucune raison de remettre en cause cet important soutien de grands noms de l'Université de Cologne. L'approbation aide donc à faire du marteau des sorcières un phénomène. À la fin du printemps 1487, le Malleus, doté de l'approbation, est prêt pour la publication. Imprimé dans la ville de Speyer, en Allemagne, la Bible du chasseur de sorcières va faire une entrée